Paris, France, 13 juin 1980. Le docteur Yahya El-Machad, chef du programme nucléaire irakien, est retrouvé sauvagement assassiné dans sa chambre d'hôtel. L'unique témoin, une prostituée parisienne, est renversée par une Mercedes noire avant de pouvoir parler à la police. Pas de suspect, pas d'arrestation, mais tout le monde savait ce qui s'était passé. C'était juste une partie de la guerre secrète d'Israël pour dérailler le programme nucléaire irakien. Mais l'assassinat n'a pas pu arrêter leur progression pour toujours. Ce n'avait pas été la première attaque, et ce ne serait pas la dernière. Un an plus tard, dans le ciel de Bagdad, l'armée de l'air israélienne mettrait fin définitivement aux ambitions nucléaires de Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous allons explorer le programme nucléaire irakien. Depuis ses débuts soutenus par l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1959 jusqu'à l'opération Opéra, une frappe de bombardement de précision à haut risque en territoire ennemi, et chargée de conséquences militaires et politiques. Les ambitions nucléaires de l'Irak ont débuté en 1959, un an après qu'Abd al-Karim Qassim ait renversé le régime hachémite soutenu par l'Occident. Qassim a vite rejoint l'influence soviétique, obtenant des armes soviétiques, quittant le pacte de Bagdad et signant un accord de coopération nucléaire pour développer un réacteur national. Dans les années qui suivirent, l'Union des républiques socialistes soviétiques a formé des scientifiques irakiens sur son territoire. En 1967, ils ont réussi à installer un réacteur ICRT 2000 conçu par les soviétiques à Al-Tuwaïta, mais les progrès étaient lents. L'instabilité politique, suite à l'assassinat de Qassim en 1963, a conduit à une série de coups d'État jusqu'en 1968, lorsque le leader baasiste Ahmed Hassan al-Bakr a renversé Abdul Rahman Arif, conduisant à des décennies de contrôle baasiste. Al-Bakr et son protégé Saddam Hussein voulaient des armes, et les soviétiques voulaient étendre leur influence au Moyen-Orient. Dans les mois suivant le coup d'État, de nouveaux contrats d'armement furent signés. Le Han-RT 2000 que les Irakiens et les Soviétiques avaient installé était un petit réacteur de 2 MW, bon pour réaliser des expériences et produire des isotopes médicaux, mais inutile pour fabriquer une bombe. Mais à l'époque, c'était adéquat. Le gouvernement irakien était instable, avec une armée médiocre, et cherchait surtout à consolider son pouvoir local. Puis Saddam Hussein a pris le pouvoir. Tout au long des années 70, Hussein était le vice-président d'Al-Bakr, mais il était vraiment au pouvoir en coulisses. Alors qu'Al-Bakr était le chef d'État apparent, Hussein dirigeait le gouvernement dans l'ombre. Hussein avait travaillé avec Al-Bakr depuis une tentative d'assassinat manquée en 1959 contre Abd al-Karim Qassim. Après la tentative, Hussein a fui l'Irak, se déplaçant en Syrie puis en Égypte, tandis qu'Al-Bakr est resté et est devenu la figure clé du mouvement ba'athiste. Hussein est retourné en Irak en 1963 lorsqu'un coup d'État soutenu par la CIA a temporairement installé un régime ba'athiste. Ce gouvernement a duré seulement 9 mois, avant d'être renversé par un autre coup d'État. Hussein a été arrêté en 1964 et a passé les 2 années suivantes en prison avant de s'échapper en 1966. En seulement 2 ans, Hussein s'était positionné comme le bras droit d'Al-Bakr, étant nommé vice-président après le coup d'État de 1968. Dans les années 1970, Saddam avait de grandes visions de la domination irakienne dans la région et considérait l'Iran, Israël, l'Arabie Saoudite et les États du Golfe comme des concurrents. Il a continué le projet nucléaire pour obtenir un avantage sur les États rivaux. Lors d'une visite à Moscou, en 1975, Hussein a demandé aux soviétiques de l'aider à construire une centrale nucléaire avancée. Initialement, les Russes ont accepté à condition que le développement se déroule sous l'observation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Agence internationale de l'énergie atomique. Mais Hussein a rejeté cette mise en garde, ce qui a mis fin à la coopération nucléaire entre l'Irak et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vers cette période, l'Irak a entamé des pourparlers, avec le Premier ministre français Jacques Chirac, concluant le 17 novembre 1975 un accord pour un réacteur Osiris de 40 MW, un petit réacteur de formation, et 72 kg d'uranium, enrichi à 93%. Plus grave, la construction se déroulerait sans la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En 1976, Hussein a conclu un accord avec l'Italie pour acheter une installation capable d'extraire du plutonium de qualité militaire à partir de combustible nucléaire. Concernant ses voisins du Moyen-Orient et la communauté internationale, Saddam se préparait à émerger en tant qu'homme fort armé de l'arme nucléaire, et le monde commençait à le remarquer. Avec la santé d'Al-Bakr qui se dégradait, Saddam Hussein a pris le contrôle de plus en plus de l'appareil d'État, avant de forcer le président à démissionner le 16 juillet 1979.
L'ex-président et mentor de Hussein serait sous surveillance étroite à vie. Immédiatement après son accession au pouvoir incontesté, Hussein a lancé une purge violente contre ses rivaux politiques. Dans un épisode macabre, il a invité des centaines de politiciens irakiens dans une salle de conférence, puis s'est assis et a regardé pendant que ses opposants étaient traînés un par un et exécutés à la surprise des autres invités horrifiés. Hussein regardait avec amusement, fumant un cigare, comme un patron dépravé dans une émission après école d'une réalité alternative appelée Massacre à la tronçonneuse du comté de Hazard. L'emprise de Saddam Hussein sur le pouvoir était désormais totale, et tous les challengers étaient éliminés. Il a donc continué ses efforts pour faire de l'Irak la puissance régionale dominante, et a poursuivi ses plans pour construire le réacteur français au centre de recherche nucléaire d'Al-Tuwaïda. Il n'était pas destiné à produire des armes, mais c'était un pas définitif vers l'armement nucléaire. Quand Hussein est devenu président en 1979, l'Irak manquait d'expertise scientifique pour créer une bombe nucléaire, et la plupart des pays détenant la technologie n'étaient pas enclins à la partager avec le nouveau dictateur. L'accord de coopération avec les Français fut donc une grande victoire. En 1979, vers la prise du pouvoir par Hussein, la construction a débuté à Al-Tuwaïda, avec des composants fabriqués en France. Mais le premier ministre israélien Menachem Begin avait déjà décidé qu'il n'allait pas laisser cela se produire. Israël a sonné l'alarme dès que l'encre a séché sur l'accord de coopération nucléaire de 1975 entre l'Irak et la France. Ils ont approché les Français pour annuler l'accord, et ont fourni des renseignements, indiquant que Hussein avait l'intention d'armer le réacteur. Les Français ont insisté sur le fait que c'était un projet pacifique et l'accord a été conclu. Ils se sont adressés à l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais comme ils n'avaient pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, contrairement à Droc, ils ont été rejetés à nouveau. Ils ont fait pression sur l'administration Carter, qui a aussi décidé de ne pas intervenir. Les voies diplomatiques semblant épuisées, Begin s'est tourné vers l'action directe. Et à partir de 1979, les agents du Mossad ont mené une campagne de sabotage et d'assassinat pour ralentir la construction du réacteur. La première attaque a eu lieu en avril 1979, lorsqu'une mystérieuse explosion a déchiré un entrepôt à la Saint-Sumer, en France. L'entrepôt contenait des composants essentiels du réacteur, emballés et prêts à être expédiés à Osirak, près de Bagdad. L'explosion a tout détruit, retardant le projet d'au moins 6 mois. Le lendemain, un groupe radical inconnu appelé le Groupe écologique français a revendiqué l'attaque, affirmant qu'il s'agissait d'une protestation contre la prolifération nucléaire. Le seul problème était que le groupe n'existait ni avant ni après l'attaque. Aucun enregistrement, anciens membres, ni déclaration supplémentaire. Le temps que les autorités françaises rassemblent toutes les pièces, les agents du Mossad étaient depuis longtemps partis, laissant derrière eux des millions en équipements détruits. Saddam, qui ne semble pas très bien gérer les revers, devait être absolument furieux. L'Irak a exigé des réponses, mais les Français, embarrassés par leur échec en matière de sécurité et ne voulant pas irriter les Israéliens, ont gardé le silence. Ils ont promis de remplacer les composants détruits, et le projet a avancé. Cependant, l'incendie de l'entrepôt n'était que le début. Durant les 2 années qui suivirent, les agents israéliens traquèrent les scientifiques, sabotèrent les chaînes d'approvisionnement et prirent des mesures de plus en plus drastiques pour empêcher qu'Osirak ne devienne opérationnel. Le docteur Yahya al-Mashhad était un brillant physicien nucléaire égyptien qui a été recruté par Saddam Hussein à la fin des années 70, lorsque le projet nucléaire égyptien n'a pas abouti. Il est devenu l'atout scientifique clé de l'Irak, dirigeant la poussée du pays pour la capacité nucléaire. À Bagdad, il a supervisé la construction du réacteur Osirak, gérant l'approvisionnement en uranium, la construction et la formation des scientifiques. Il était la seule personne vivante qui connaissait tous les aspects du programme nucléaire naissant, ainsi que son véritable objectif. Son savoir le rendait menaçant pour la stabilité régionale et cible des agents israéliens qui l'ont trouvé à Paris, inspectant des barres de combustible pour le site d'Osirak. Le 13 juin 1980, El-Mashhad s'est enregistré à l'hôtel La Méridienne et n'est jamais ressorti. Le lendemain matin, le personnel de l'hôtel a découvert son corps meurtri gisant dans une mare de sang dans sa chambre. Les enquêteurs ont découvert qu'El-Mashhad avait passé la nuit de son meurtre avec une prostituée connue sous le nom de Marie Express, mais elle a été renversée quelques jours plus tard par une Mercedes noire qui a pris la fuite. Les autorités françaises soupçonnaient clairement que les services de renseignement israéliens étaient derrière l'attaque. Cependant, les meurtriers de Yahya al-Mashhad et de Marie Express n'ont jamais été retrouvés. Avec la mort d'al-Mashhad, le projet nucléaire irakien a été considérablement ralenti, mais l'accord avec les Français tenait toujours.
L'attaque israélienne contre un scientifique civil dans une capitale européenne a cependant soulevé des inquiétudes sur la portée des activités du Mossad dans la région. Mais le réacteur d'Ozirak était toujours en construction, ce que Manikin Begin, premier ministre d'Israël, ne pouvait accepter. Il voyait la possibilité que le régime belliqueux de Hussein acquiert la technologie nucléaire comme une menace existentielle pour Israël. Des années de pression diplomatique avaient échoué, tout comme sa campagne secrète de sabotage et d'assassinat. L'ennemi de mon ennemi est mon ami est une maxime appropriée pour ce qui s'est passé ensuite, car Israël a trouvé un allié temporaire dans l'endroit le plus étrange. Le 22 septembre 1980, l'Irak a lancé une invasion à grande échelle contre son voisin, l'Iran, marquant le début de la guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans. Le 30 septembre, l'armée de l'air iranienne a lancé l'opération Scorch Sword, première attaque mondiale sur une installation nucléaire. 4 avions de chasse iraniens, F-4E Phantom II, ont décollé de la base aérienne de Nojet, dans l'ouest de l'Iran, chargés de bombes et se dirigeant vers l'installation nucléaire d'Al-Tuwaiti en Irak. Près de la frontière, les Phantoms ont fait le plein en vol à partir d'un avion-citerne Boeing 707, escorté par 2 chasseurs Fiki, 14 Tomcat. Après le ravitaillement, les F-4 ont plongé vers le pont, volant bas pour éviter le radar en entrant dans l'espace aérien irakien. Avec Ozirak qui approchait rapidement, 2 des Phantoms ont grimpé à 10 000 pieds pour commencer leur course d'attaque. L'installation nucléaire a été touchée par plusieurs bombes MK-82 qui ont endommagé le réacteur et la salle de contrôle. Cependant, le dôme du réacteur, composant le plus critique, n'a pas été endommagé lors de l'attaque. Les progrès irakiens ont été ralentis, mais pas stoppés, et le projet s'est poursuivi malgré les revers. En octobre 1980, le Mossad a signalé que le réacteur serait opérationnel en juin. 1981, ce que confirmaient les photos de reconnaissance américaines. Le projet nucléaire irakien avait résisté à des défis politiques, au sabotage, à l'assassinat, et même à une frappe aérienne, mais il approchait toujours des dernières étapes de la construction. Beguin devait agir, et a cherché l'approbation du cabinet pour un plan audacieux sur lequel les planificateurs militaires israéliens travaillaient depuis 1979, la destruction du réacteur Ozirak depuis les airs. Le plan, baptisé Opération Opéra, a été approuvé 10-6 au cabinet israélien en octobre, et une formation secrète a commencé immédiatement. Ce serait une attaque beaucoup plus substantielle que l'attaque iranienne en septembre, et elle devait avoir lieu en juin, lorsque l'installation serait presque terminée, mais pas entièrement alimentée. F-16A Falcon transporteraient les bombes, tandis que 6 F-15 Eagles assureraient la couverture, protégeant les Falcons attaquants. C'était la première attaque au sol menée par le F-16, et cette fois l'installation serait complètement détruite. À 3h55, le 7 juin 1981, les moteurs rugirent à la vie, et un par un les 14 combattants décollèrent d'Etzion, montant rapidement et se dirigeant vers l'est. Chaque Falcon était armé de 2 bombes guidées par laser pavoué, 2G BU-10, 2000 livres. Les 8 F-16 se sont glissés en formation serrée derrière les F-15, frôlant le désert au niveau des cimes des arbres s'il y en avait, pour éviter le radar. En dessous, le terrain défilait à 500 nœuds, le sable se transformant en mer sur le golfe d'Aqaba. L'itinéraire de 1100 km avait été minutieusement planifié. Il survolerait la Jordanie et entrerait en Arabie Saoudite, sous les routes du trafic aérien commercial pour masquer leur présence. Peu de temps après le décollage des jets d'Etzion, le roi Hussein de Jordanie était sur son yacht dans le golfe d'Aqaba, profitant de l'après-midi du dimanche. Soudain, le rugissement des moteurs à réaction a brisé sa tranquillité. Lorsque le yacht a été survolé par plus d'une douzaine d'avions d'attaque israéliens se dirigeant vers l'est, il savait ce que cela signifiait. Il a décroché le téléphone pour essayer d'avertir ses alliés irakiens, mais lorsque le message a remonté la chaîne de commandement, il était trop tard. Les pilotes israéliens étaient déjà presque là. Survolant l'Arabie Saoudite à basse altitude, les avions volaient en formation serrée, ailes presque en contact. Le soleil se couchait derrière eux, teintant le ciel de rouge sang alors qu'ils se précipitaient vers la frontière irakienne. C'était maintenant l'heure du premier défi critique de la mission. Le long vol vers la banlieue de Bagdad et le retour ne pouvaient pas être accomplis avec une seule charge de carburant, et en raison des préoccupations liées au radar et à l'observation au sol, le ravitaillement en vol serait impossible. Pour surmonter cette limitation, les F-16 avaient un chacun été équipés de 2 réservoirs de carburant de 370 gallons qui devaient être largués avant de continuer sur la course d'attaque. Alors que les pilotes israéliens approchèrent de la frontière, ils ont largué les réservoirs en même temps, réduisant la traînée et exposant leurs armes à mesure que la cible approchait. Le réacteur Ozirak était situé au centre de recherche nucléaire d'Al-Tuwaita,
niché parmi les palmeraies et les batteries anti-aériennes. Il était presque terminé et attendait l'installation de son combustible nucléaire, les 72 kg d'uranium français que Saddam et al-Bakr avaient acheté en 1975. C'était le projet de prédilection de Hussein, et il était bien protégé. Mais la défense aérienne était étirée en raison de la guerre croissante avec l'Iran à l'est, et l'hypothèse irakienne était que personne ne frapperait si profondément à l'intérieur du territoire irakien depuis l'ouest. Cette hypothèse était sur le point d'être brisée. La deuxième hypothèse fatale irakienne était qu'il se défendait contre un bombardement en haute altitude. L'installation était protégée par plusieurs lance-missiles solaires surfacières, 6 Guinfuls de portée moyenne, mais ceux-ci avaient un plancher opérationnel au-dessus des F-16 volant à basse altitude. De plus, le site d'Al-Tuata était protégé par un système d'autocanons Zenit-Naya, Samokhod-Naya Ustanovka, 23-4 Shilka, de 23 mm, et un assortiment de canons anti-aériens de 37 mm et 57 mm. Ces derniers pourraient suivre les jets rapides, donc la surprise serait essentielle. Alors que le vol approchait du Tigre, toujours à seulement 100 pieds, le pilote de tête et commandant de mission Zaev Raz a demandé les dernières vérifications avant de commencer la course d'attaque. Tout était au vert, et il a donné l'ordre de monter à 5000 pieds. Ils se rendaient visibles maintenant, sortant de leur marathon à basse altitude et s'exposant au radar irakien pour le sprint final. Les F-15 ont grimpé à 25 000 pieds pour fournir une couverture aérienne au-dessus de l'attaque, mais elle ne serait pas nécessaire. Les défenseurs ont réagi tardivement aux intrus, et malgré la précipitation des équipages de la défense anti-aérienne vers leurs canons, il était trop tard. À 1835, Raz a donné l'ordre d'attaque, et la première attaque aérienne au sol de combat du F-16 Falcon était en cours. La première paire de jets a plongé de manière synchronisée et abrupte, alignant la cible dans leur viseur alors que leur vitesse augmentait. Passant 3500 pieds, ils ont largué leur première bombe, Pavouet GB U-10 de 2000 livres, et une fraction de seconde plus tard, une deuxième salve a suivi. La première attaque à la bombe guidée par laser a frappé la structure avec une grande précision. Elle était munie d'un délai pour pénétrer l'enveloppe du réacteur avant d'exploser. Le béton s'est effrité autour des barres d'armature dans une onde de choc exposant le réacteur. Puis un instant plus tard, la deuxième bombe a frappé, détruisant le cœur des ambitions nucléaires de l'Irak. L'un après l'autre, les Falcons plongeaient, lançant leurs pavouets par paires, la plupart des bombes touchant le même endroit. Chacun creusait plus profondément dans le réacteur ruiné, garantissant qu'il ne resterait rien à réparer. L'attaque a duré 80 secondes, et 14 des 16 bombes ont atteint leur cible. Les défenseurs irakiens tiraient frénétiquement dans le ciel sur les jets attaquants, qui avaient déjà viré brusquement et s'éloignaient en grimpant. Selon certaines versions, les défenseurs irakiens auraient été surpris avec leur radar éteint pour un repas à la cafétéria, et aucun MiG n'a été lancé pour défier les attaquants. Les F-16 ont grimpé pour rejoindre les F-15, puis se sont dirigés vers l'ouest, traçant une ligne droite vers Etzion en Israël. Dans le complexe du réacteur, la surprise a laissé place au chaos. Les pompiers se sont hâtés d'éteindre le feu et de sortir les travailleurs du site détruit. Malgré une planification visant à minimiser les pertes, l'attaque a tué 10 travailleurs irakiens et un Français. Le projet de plusieurs décennies de Saddam Hussein pour armer l'Irak avec des armes nucléaires a été réduit à un tas de décombres fumants en moins de 80 secondes. L'ensemble du complexe était en ruine, représentant des années de travail et des milliards de dollars perdus. Les Irakiens avaient été complètement pris au dépourvu, et aucun poursuivant ne les a suivis, alors que les F-16 et 15 hurlaient à plein régime. Les jets israéliens de retour ont franchi à nouveau la frontière et ont atterri en toute sécurité en Israël, mission accomplie. Chaque pilote est rentré chez lui vivant. Pas un seul avion n'a été perdu. Les pilotes ont reçu un accueil de héros, et beaucoup ont accompli de grandes choses par la suite. Quand Menachem Begin a eu confirmation du succès du raid, il est passé à la télévision pour exposer clairement sa position au monde. Nous ne permettrons jamais à un ennemi de développer des armes de destruction massive contre le peuple d'Israël. C'était la première fois que Begin articulait au monde ce qui deviendrait connu sous le nom de doctrine Begin, qui guiderait les décisions de politique étrangère israélienne pour les décennies à venir. L'opération Opéra avait envoyé un message fort et clair qu'Israël était ouvert à une action militaire préventive si cela convenait aux intérêts israéliens. Le monde a réagi avec indignation. 12 jours plus tard, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a condamné Israël avec la résolution 487. La résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Même les États-Unis, soutiens de longue date d'Israël, ont officiellement exprimé leur désapprobation. Mais en privé,
Les dirigeants du Moyen-Orient ont été soulagés. Israël avait fait ce que personne d'autre ne pouvait faire et avait détruit l'arme clé d'un régime belliqueux. Pour sa part, Saddam Hussein était furieux. Il a lancé une enquête interne qui a conduit à l'exécution de plusieurs officiers irakiens, puis a procédé à l'épuration du personnel de l'installation elle-même, exécutant et emprisonnant de nombreux scientifiques. Il a juré vengeance, impuissant. Le réacteur d'Osirak tant attendu avait disparu. Ses ambitions nucléaires étaient mortes dans les sables aux alentours de Bagdad. Nous avons récemment dépassé 1 million d'abonnés. Depuis, nous recevons de nombreux emails avec des questions et demandes de conseils pour développer une chaîne YouTube. Même si je fais de mon mieux pour répondre à chaque email, parfois cela prend trop de temps, ou ils posent la même question que j'ai déjà répondu auparavant. Nous avons donc décidé de regrouper tous mes conseils YouTube dans un bootcamp de formation gratuit. Si vous êtes intéressé par la création de votre chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Je partagerai avec vous tout ce dont vous avez besoin et répondrai à vos questions sur YouTube sans visage. Inscrivez-vous maintenant, car mon bootcamp est limité à seulement 100 personnes, comme un appel Zoom. Maintenant, retour à la vidéo.